Les experts d'Europe 1 en mode régional ce matin avec une invitée spéciale, Géraldine Mühlmann, professeure de sciences politiques, Alexandre Carra et ses infos exclusives, Alex Taylor qui va nous dire comment on regarde en Europe les scores impressionnants du FN et Anne Le Gall. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Géraldine Mühlmann, on va donc commencer avec vous, professeure de sciences politiques à l'université Panthéon-Assas. Au-delà des chiffres, qu'est-ce que le scrutin d'hier nous apprend de l'ancrage du Front National dans le pays ? Mais qu'il est extrêmement fort. Aujourd'hui, le FN est en tête dans 80% très largement des communes du Nord-Pas-de-Calais et du Grand Est. C'est le premier parti de France. Il faut dire que ça fait 30 ans au moins qu'ils font un gros travail de terrain auprès de classes populaires qui ont été abandonnés malgré quelques soubresauts par les partis traditionnels, la gauche comme la droite, des soubresauts de temps en temps dans telle ou telle élection. Elles se sentent en tout cas très abandonnées, trahies, et c'est vrai qu'elles sont très séduites par un discours qui semble prendre en compte leurs souffrances, qui envoie sur le terrain des militants qui les écoutent. C'est un travail de fond qui a été fait. C'est une moisson en quelque sorte. Ça a été semé il y a longtemps tout ça. Absolument. C'est souvent beaucoup plus invisible que ce qu'on a sur nos écrans télévisuels, que toute, disons, l'agitation médiatique autour du FN. Il faut dire aussi que ça fait près de 40 ans au moins que des générations arrivent en politique qui sont très dépolitisées, qui n'ont pas un rapport à l'histoire politique comme auparavant, tout simplement aussi parce qu'elles n'ont souvent pas été formées par des structures militantes. Peu de gens militent dans leur jeunesse aujourd'hui. Et du coup, quand on dit à ces personnes, voilà, vous êtes entendus par des discours actuels, mais vous savez, le FN, il y a toute une histoire, il y a notamment une extrême droite classique qui est encore un peu là, et puis on est dépositaire de cette histoire, c'est pas rien de voter FN. Et bien beaucoup de gens vous répondent peu importe, nous ne le savons pas, et au fond c'est pas très important, ce qui compte c'est l'écoute de ma souffrance sociale aujourd'hui. Géraldine Mühlmann, Nicolas Sarkozy s'espérait en bouclier anti-FN, visiblement c'est un bouclier qui n'est pas complètement étanche. Quand j'ai parlé de soubresaut, je pensais à lui, je pensais aussi à un certain vote populaire de Ségolène Royal, car elle a aussi touché, d'ailleurs ça faisait longtemps à gauche que c'était pas le cas, des classes populaires à un moment donné. Lui, il y a une partie de l'électorat de Ségolène Royal de l'époque de 2007 qui est partie au Front National. Et une partie de l'électorat de Nicolas Sarkozy. Je veux pas tout mettre sur le dos de certaines populations, mais c'est vrai qu'elles ne se sentent plus concernées par le débat politique. À un certain moment, elles ont marché dans des moments politiques qui leur semblaient renouer un dialogue avec elles, mais que grosso modo, elles sont parties, et elles sont parties dès les années 80 pour le PS, elles sont parties depuis très longtemps aussi pour la droite traditionnelle. Alors il y en a deux dont on n'a pas entendu parler, et qu'on n'a pas entendu parler depuis hier. Alexandre Carra, on lance un avis de recherche. Où sont passés Manuel Valls et François Hollande? C'est perdu de vue ce matin. Bon, rassurez-vous Thomas, les deux hommes vont bien, leur absence est très calculée, c'est d'abord évidemment une question de stratégie. Hier soir, le président de la République a pris connaissance des résultats dans son bureau, entouré de ses plus proches collaborateurs, Jean-Pierre Jouyet ou Gaspard Ganzer, des résultats dont il prend essentiellement connaissance par SMS et par mail, et dans le même temps bien sûr il a au téléphone Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Jean-Christophe Cambadélis. Mais à quel moment, Alexandre, se décide la question du retrait des listes PS qui est donc effective en Nord-Pas-de-Calais, Picardie et en PACA? En réalité Thomas, la décision du retrait a été anticipée depuis plusieurs jours. Le scénario était prévu, reste à donner évidemment le feu vert. C'est ce que fait le président de la République juste avant le bureau national, et pour lui pas question d'en faire plus. François Hollande veut garder de la hauteur présidentielle, d'autant que sa semaine va être consacrée à la COP21 et bien sûr à la lutte contre le terrorisme avec la réforme constitutionnelle. Que François Hollande ne veuille pas parler le soir du scrutin, pourquoi pas, mais Manuel Valls, vous avez des nouvelles ou pas? Alors c'est vrai, là vous avez raison, une soirée électorale sans intervention de Manuel Valls, c'est assez inhabituel. Soir d'élection. Mais hier soir, il y avait cette volonté tactique de laisser le PS et son premier secrétaire en première ligne. Manuel Valls a suivi la soirée électorale avec les ministres les plus proches, comme Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem ou Fleur Pellerin, et c'est avec Jean-Marie Le Guen et Stéphane Le Foll qu'il décide des messages à faire passer, en clair, évidemment, des éléments de langage. C'est lui aussi qui a pris son téléphone pour appeler toutes les têtes de liste PS, les unes après les autres. C'est encore lui qui a eu Saint-Ignon en Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Castaner en PACA pour leur expliquer la décision du retrait. Et c'est enfin lui qui sera ce soir l'invité du journal de TF1. Vous voyez, la diète médiatique n'a qu'un temps. Géraldine Mühlmann, ça vous surprend le silence de Manuel Valls hier soir, ou c'est de l'embarras, c'est de la stratégie, c'est quoi? L'embarras aussi bien de la gauche et de la droite est absolument palpable. Quelles que soient les décisions qui soient prises au niveau national et au niveau régional pour le deuxième tour, il est évident que l'avenir est à la bataille sur le terrain
dans les conseils régionaux, dans les conseils municipaux, bientôt à l'Assemblée nationale. Non, mais je veux dire, il y a des élus là. Quoi qu'on fasse, il y a des élus FN qui sont maintenant au quotidien, le combat quotidien des élus traditionnels. Et voilà, et quoi qu'on décide, se retirer, pas se retirer, demain, c'est une bataille politique de ce genre qui commence pour toute la classe politique. Alors vous parlez des enjeux nationaux, régionaux, on va s'intéresser au regard international. Alex Taylor, nos voisins européens s'intéressent-ils à nos régionales ? Et comment, Thomas? Séisme, choc, marée noire, cyclone, traduit à la une dans toutes les langues. J'ai pas vu un seul journal qui ne titre pas dessus ce matin. Les journaux européens étant plutôt de gauche ou de centre droit, personne n'applaudit, mais tout le monde essaie de comprendre. Le Berliner Zeitung dit l'extrême droite encaisse le salaire de la peur en se barricadant du reste du monde. Pour El Mundo en Espagne, c'est l'échec de la classe politique française à articuler un vrai discours réaliste face aux vrais problèmes. Ou le temps en Suisse, la France paie un exécutif en manque cruel de charisme. Je cite, confronté à une stagnation économique, le pays gronde d'une envie de changement en dehors de Paris des élites traditionnelles. Et quel retentissement pour la droite radicale ailleurs ? Pas mal. Die Welt à Berlin parle d'un fantôme aux multiples visages qui rôde dans le vieux continent. UKIP en Grande-Bretagne, le Parti des peuples danois et suédois, Jobbik en Hongrie, Droit et justice en Pologne. Il n'y a que nous, en Allemagne, où l'extrême droite n'ose pas encore porter son vrai nom. En Italie, la Stampa demande à sa une, après Paris, Rome. Marine Le Pen incarne ce populisme efficace qui échappe pour le moment à nos nationalistes de maison. Puis pour finir, le soir de Bruxelles, je cite, « Jusqu'ici, les représentants des partis extrêmes en Belgique sont soit totalement caricaturaux, soit insignifiants. Mais nous ne sommes nullement immunisés à vie, vu ce qui se passe juste de l'autre côté de notre frontière. » Fin de citation. Voilà, nos régionales donc, qui sont regardées de très près également à l'étranger. On va faire le plein à présent, pas d'électeurs, mais d'hydrogène avec vous, Anne Le Gall. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Votre innovation, c'est une station-service d'un nouveau genre qui va être inaugurée tout à l'heure à Paris. Exactement, comme dans une station classique. On y fait le plein en moins de 5 minutes pour un tarif proche de celui de l'essence. Mais ici, le carburant est non polluant, sans odeur et extrêmement disponible sur Terre puisqu'il s'agit d'hydrogène. Hydrogène qui, combiné à l'oxygène de l'air, permet de dégager de l'énergie par réaction chimique. C'est formidable. Elle va servir à quoi cette station ? On n'a pas encore vraiment de voitures qui roulent à l'hydrogène. Alors, pour l'instant, c'est vrai, très peu en France, puisque nous avons moins misé sur l'hydrogène que l'Allemagne ou le Japon. Pour acheter une de ces voitures, ça coûte encore cher, 66 000 € notamment pour l'une des seules voitures à hydrogène produites en série en France. Oui, qui est commercialisée par la marque Hyundai, 66 000 € donc. Mais donc, cette station... On peut faire des économies sur l'essence après. Voilà, mais cette station hydrogène parisienne servira aussi, entre autres, dans les mois qui viennent, à alimenter une nouvelle flotte de taxis, ceux de la compagnie Hype, qui a noué un partenariat avec Air Liquide pour développer l'hydrogène auprès du grand public. Hype possède pour l'instant 5 véhicules, mais elle envisage une flotte de 70 taxis en 2016 et plusieurs centaines d'ici 2020. Autant de véhicules, donc, qui ne rejetteront que de la vapeur d'eau. Voilà, donc pour l'innovation. Merci Géraldine Mühlmann d'être venue avec nous ce matin. Je signale votre petit livre, La liberté d'expression, qui est publié chez Dallo. C'est tout petit, ça coûte 3 €. Voilà. Merci les experts, à demain matin.